Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné dans le cadre de Mercredi Diaspora. Et nous vous le disions en ouverture, nous posons la problématique de l'existence, de la vie du côté de l'Hexagone ou alors dans d'autres parties du monde. Est-il toujours aisé de vivre dans la diaspora? La vie du côté de la diaspora est-elle toujours facile? Est-elle toujours aisée? Je commence par passer la parole à Joseph Marie Djama. Joseph Marie, vous avez dit tout à l'heure, ou bien une autre fois, que vous avez refusé d'aller de l'autre côté pour préférer vivre ici au Cameroun. Vous regrettez quand même? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais regretté. Chacun dans la vie a un idéal. Et partant même de la connaissance, la Bible nous renseigne que la prospérité réside dans le déplacement, dans le mouvement. Plus les gens se sont déplacés, plus ils ont acquis des savoirs, et que ce soit des savoirs savants ou des savoirs pratiques. Et en outre, ils ont acquis de l'expérience, et ce qui ont favorisé leur mieux-être. Le cas d'Abraham nous le démontre à suffire dans la Bible. Et Dieu d'ailleurs indique à Abraham de se déplacer pour pouvoir partir, quitter les malédictions de sa famille et de sa terre. Cela dit, on ne se déplace pas comme ça. On ne se déplace pas comme ça. L'homme doit savoir qu'il n'est pas une monade isolée. Il doit toujours s'interroger. Et la meilleure manière de s'interroger, c'est de demander à son Dieu de nous montrer le chemin. Moi, je ne dis pas aux gens de ne pas se déplacer. Je ne dis pas aux gens de ne pas se déplacer. Mais il faut demander à Dieu, Seigneur, je voudrais me déplacer, j'ai ce désir, où est-ce que je peux aller? Dieu va te montrer le chemin. Ça, c'est très important. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut se déplacer? Il faut se déplacer pour chercher un mieux-être. Il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif. Par exemple, quelqu'un ne peut pas avoir un salaire à 7 chiffres, comme je disais tout à l'heure. Il doit comprendre, ça passe son bon sens simplement, que son paradis, c'est ici, parce que tout le monde n'a pas ça. C'est 10% à peine de la... 5% à peine de la société, ici chez nous, qui atteint ce genre de chiffres. Mais quand toi, tu te situes déjà là-bas, tu penses que de l'autre côté, tu vas être heureux? Je pense que non, on n'abandonne pas le bonheur pour aller chercher l'enfer. Il faudrait que nous fassions preuve de jugeote un tout petit peu. Et maintenant, par exemple, parce que ce thème, cette question est tellement liée à la première problématique de tout à l'heure, il faudrait que les gens arrêtent de jeter l'anathème ou le pauvre sur leurs épouses. Il faut que les hommes restent des hommes. Vous comprenez un peu que le péché d'Adam ne doit pas toujours être la panacée à tout moment. Adam regarde Dieu, dit pourquoi tu manges la pomme, la femme que tu m'as donnée. On arrête ça. On arrête ça. L'homme accuse la femme, hein? Quand la société veut s'effondrer, c'est la femme qui est derrière lui. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Les hommes s'assument. Et beaucoup d'hommes sont des mandats de lâche. Il faut le savoir. Même dans les familles, on a vu des gens dire « Non, la femme de mon frère est méchante. » Non, ce n'est pas la femme qui est méchante. C'est ton frère qui est méchant. Il se cache derrière son épouse. Que nous apprenions à assumer. Je me retrouve au Ghana avec mon épouse. Je sens que je suis dans l'inconfort. Je dis « Chérie, rentrons au pays. » Elle dit qu'elle ne rentre pas. Moi, j'emballe mes clics et mes claques. Je pars. Un jour, je vous raconte une anecdote. L'homme doit être lucide. Il ne faut pas perdre sa lucidité, son bon sens. Un jour, j'ai dit en pleine prédication que moi, là, si le président Paul Biya, là, j'arrive au palais là, il salue mon épouse, il sourit avec insistance. Quand je sors du palais, moi je vais prendre la route avec mon bagage, je m'en vais en Guinée, enclave du Cambi, dans Angola, je m'en vais me réfugier en Namibie, je change mon nom. Parce que lorsque le roi aime ton épouse, ta mort est déjà validée. Ta mort est validée. Incroyable. Et les rois sont les amis de Dieu. Ouais. Les prophètes, même que nous sommes cachés. Parce que les rois nous traquaient. L'histoire de Jézabel dans la Bible est claire. Donc l'homme doit être lucide en permanence. Vous comprenez? Donc on ne peut pas quitter le paradis pour l'enfer. Si les rois sont les amis de Dieu, le chef Baloum est un ami de Dieu. Il y a les faux rois aussi. Ça, c'est pas les rois. Il y a les faux rois. Ah non, il faut laisser. Ton assertion là n'a pas sa place. Merci Djama. Alors, Redo et Boto, trop animé ce matin. Parlons justement de cette affaire qui concerne ce que nous allions de l'autre côté. Certains ont donné souvent un certain nombre de raisons. Les autres, d'autres raisons tiennent. Il paraît que d'autres ne tiennent pas. Mais Djama est de ceux qui pensent que le Cameroun, c'est le paradis. C'est ce que lui, il dit. Mais si c'est vraiment le paradis, pourquoi ils partent tant? J'ai grandi à Douala dans un quartier qui s'appelle Makepe. Donc à Makepe,
tout le quartier est au Canada et aux États-Unis. Incroyable. C'est-à-dire que... Le quartier, c'est vide. Le quartier vide, c'est-à-dire tout le monde, Les jeunes sont Canada, partis. États-Unis, tout le monde, pratiquement. Donc, il y a un débat qui a cours actuellement sur les réseaux sociaux de choisir entre 200 millions de francs CFA au Cameroun et un passeport Bordeaux. C'est ça, le débat a cours. On demande qu'est-ce que vous choisirez entre 200 millions de francs CFA et un passeport Bordeaux. C'est à peu près la thématique du jour. Tout à fait. C'est-à-dire que il y en a qui préféreraient les 200 millions. Par exemple, un entrepreneur qui est battant, qui connaît le système camerounais, qui réussit déjà à s'en sortir avec ses deux mains. Lorsque vous lui donnez 200 millions, il crée son paradis sur place. C'est clair. Et il devient prospère, il devient... voilà. Par contre, il y en a qui, même si vous leur remettez les fameux 200 millions, ne feront rien. Ils vont préférer le passeport Bordeaux. Donc je crois que ces deux endroits avec leur réalité et leurs problèmes qui sont propres à eux. Lorsque vous êtes au Cameroun, vous avez des problèmes d'insertion socio-professionnelle, vous avez des problèmes d'eau, d'électricité, vous avez des problèmes, je ne sais pas moi, de sécurité parce qu'il y a beaucoup d'agressions dans les rues, etc. Mais lorsque vous êtes en Occident, il y a d'autres types de problèmes. Vous avez par exemple des problèmes de solitude, vous avez des problèmes de dépression. Il y a un jeune de Kotor, juste à côté de Makepe, dont la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, qui a fait une dépression incroyable en France. Et on demandait, il vit dans la rue désormais, on demandait aux gens de ceux qui le reconnaîtraient, de le faire rentrer au pays, parce que lui, il a vraiment fait une dépression, il a pété un câble. Donc, la société occidentale, c'est une société qui est certes moderne, mais aussi le capitalisme est vraiment à outrance. Vraiment, les gens sont vraiment... certains ne peuvent pas s'en sortir dans ce type d'environnement. Donc, en fait, ça dépend de chaque individu. Il y en a qui préféreraient rester au Cameroun. Moi, c'est mon cas. Moi, c'est-à-dire que moi, si on me demande, est-ce que je préfère aller à l'étranger ou rester au Cameroun, j'aurais préféré rester au Cameroun si justement mes conditions de vie vont s'agrandissant. Moi, je n'aurais pas de problème à rester au Cameroun parce que je connais le système, je me suis déjà bien intégré dans le système, mais il y en a qui ne peuvent pas supporter le système. Notre système camerounais, Il est violent. il est très agressif. Hein? Si vous blaguez, vous morsolez. Ouais. Vous voyez, donc, Il est violent. Là, on dit que c'est le paradis. oui, c'est un paradis. C'est un paradis, en fait, lorsque on réussit à maîtriser le système. Moi, quand j'étais à l'université, par exemple, je termine par là, j'étais à l'université de Douala. À l'époque, j'avais pas réussi à valider toutes mes UV en session normale. J'ai dû aller au rattrapage avec quelques UV. Mon grand frère m'a appelé, il m'a dit « Renaud, tu es très intelligent, mais apprends à connaître le système de l'université de Douala parce que tu sors du collège. Et si tu n'apprends pas à maîtriser le système de l'université, tu vas reprendre. » Donc, en fait, ce n'était pas... Vivre au Cameroun, Il fallait le maîtriser comment? il faut maîtriser le système, ça veut dire que... Pour valider? Il faut pas juste étudier? Non, ça ne suffisait pas. Vous étudiez, les notes disparaissent. Mais il faut maîtriser le système. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, la réalité. Oui, c'est la réalité. Il m'a dit... Douala était champion à une époque, ceux qui ont fait le Que Douala, il y a- Composer les notes ne sortent pas. Merci, hein. Je l'ai vu à dessin, hein, pour que des nationaux parlent d'abord. Et avant de passer la parole à notre frère de la diaspora, et ça tombe bien, c'est presque toute une vie déjà du côté de l'Allemagne, c'est 20 ans. 20 ans, c'est pas 20 mois du côté de l'Allemagne. Nous avons une question fondamentale ce matin. La vie du côté de la diaspora est-elle toujours aisée? Oui, moi je dirais oui, la vie est aisée partout où on se trouve. En fait, il faut aménager sa vie, en fait. C'est-à-dire que si on va à la diaspora, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir pourquoi on y va. Lorsqu'on arrive, il faut s'intégrer. Parce qu'il faut comprendre, il faut comprendre, il faut connaître le milieu où on vit. Quand on parle... Il faut se maîtriser le système là-bas. Il faut maîtriser le système. Voilà. Il faut maîtriser le système. Vous allez parler, par exemple, là, des gens qui, pour gagner de leur vie, se baladent avec les chiens pour mettre des personnes âgées. Ce sont les besoins de la société. Et il faut le faire. Quand on est, par exemple, étudiant, on va faire ce Vous l'avez fait? Je n'ai pas fait ça parce que, par exemple, des personnes âgées, j'arrive pas, mais j'ai travaillé dans des chantiers, j'ai travaillé dans des entreprises. Tu as été vigile? Bon, j'ai plutôt travaillé à l'hôtel. J'étais réceptionniste parce que ça, ce sont
des jobs que nous faisons. Tu as lavé les comme assiettes étudiants. dans les restaurants? Bon, ça, par contre, je n'ai pas fait parce que ça ne paye pas beaucoup. Parce que déjà au Cameroun, j'en déjà, donc je pouvais facilement cerner quel est le job. Tu n'as qui pas peut changé me- des vêtements et autres aux vieillards là-bas? Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas voulu faire ce job parce que je ne peux pas, en fait. Ça veut dire que toi, tu avais un choix. On a toujours le choix. En fait, il y a assez d'opportunités, il y a assez de possibilités. Et je vais beaucoup plus parler en tant qu'étudiant, parce que j'ai été étudiant, je ne peux pas connaître. Donc, en tant qu'étudiant, nous avons assez de possibilités. Il faut aller faire ces jobs-là. Ce n'est pas un problème, ce sont des problèmes de société. Il faut que quelqu'un le fasse. S'il faut se balader un chien et gagner son argent pour payer, il n'y a pas de C'est-à-dire problème. quand le chien va aller aux toilettes, tu l'accompagnes. Mais ça fait partie des besoins de la Tu société. le torches aussi. On ne va pas laisser, non, on ne torche pas le chien. Pas le chien. On ne va pas laisser le chien se balader et faire ses besoins un peu partout. Après, c'est un peu... Après, tu deviens l'ami de ces chiens. Il y a des chiens VIP aussi. Hein. Oui, bien sûr, il y a des chiens VIP. Moi, je pense Parfois, on que... mange la nourriture du chien aussi. je pense aussi que c'est peut-être ça le problème, c'est-à-dire que l'image qu'on projette de la diaspora, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce que c'est que être de la diaspora. Je pense que je suis juste un être humain, je suis un Camerounais, je vis juste à l'étranger, je vis au Cameroun. L'image, l'étiquette, c'est un benguis, je ne sais pas ce que c'est en fait. Tu sais ce que c'est comment? Un benguis, c'est celui qui vient un benguis. Est-ce que moi, je suis pas un benguis? C'est une étiquette que j'ai du mal à accepter. Mais vous êtes un benguis, ce Roger. Vous vivez en benguis. Est-ce que quand tu viens au Cameroun, Roger, c'est la même chose? Quand tu vas au Cameroun, c'est la même chose. Ça ne devrait pas être la même chose parce que le Cameroun, c'est pas l'Allemagne. L'Allemagne, c'est pas la France. Et s'il y avait un choix quand même, s'il y avait un choix à opérer, c'est-à-dire entre rester au Cameroun et aller en Allemagne, vous allez opérer quel choix? D'abord, vous avez opéré un choix, c'est de préférer aller en Allemagne. Voilà. Je suppose donc que si vous avez préféré aller en Allemagne, c'est parce que vous avez estimé qu'au Cameroun, ça n'allait pas bien. Non, je n'ai pas préféré, j'ai eu la chance. Ah, c'est une chance. Oui, c'est une Donc, chance. rester au Cameroun, c'est une malchance. La chance, c'est d'aller étudier. C'est ça que j'appelle la chance. Mais on étudie au Cameroun aussi. J'avais le choix. On m'a donné le choix, non, on m'a donné la possibilité d'aller étudier en Allemagne. Et pourquoi vous avez préféré aller étudier en Allemagne que d'étudier ça à Yaoundé? Ah, Voilà. Il faut sortir, il faut aller à la recherche des connaissances. Et à l'époque, justement... il n'y a pas de connaissances en Polytech, puisque tu es ingénieur. À Polytech, on forme des ingénieurs. J'ai essayé le concours de Polytech, mais franchement, je n'ai pas pu, parce qu'on était tellement nombreux. Vous n'avez pas maîtrisé le système. Nous étions tellement nombreux que franchement, passer le concours de Polytechnique... On a voulu jouer à l'équipe nationale aussi. Le capitaine en France. En Allemagne, nous avons tellement d'écoles d'ingénierie qu'on en trouve partout. Donc la facilité à accéder, ce n'est pas comme à l'époque, il y avait peut-être 2 ou 3. Et c'est ça qui rend la chose difficile, parce que si vous avez 200, 300 jeunes bacheliers qui veulent poster à Polytechnique, c'est compliqué. Alors, s'il fallait quand même comparer la vie en Allemagne et la vie au Cameroun, c'est plus aisé où? Je serais assez partagé en fait. Je pense que vous êtes très à l'aise au Cameroun. Vous êtes assez. On vous voit, vous êtes. Non, parfois ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Nous sommes juste Nous, on n'a pas le choix. Vous êtes chez vous, On n'a pas vous le êtes choix. dans la famille, vous êtes dans votre écosystème. Nous sommes dans un écosystème qui est étranger à nous. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on apprenne à faire avec. C'est un peu compliqué. Je pense que c'est la difficulté en fait. C'est-à-dire que c'est un milieu qui n'est pas le nôtre. Et peut-être l'erreur que nous faisons, on peut m'accuser Info TV parce qu'au lieu de regarder le journal de l'Allemagne, je vais regarder plutôt Libre Expression. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est quelque part, on n'arrive vraiment pas à être là 100%. Parce qu'on est là physiquement, mais l'esprit est... Et c'est ça qui cause chez certains vraiment cette petite frustration-là, où à un moment donné, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'on fait ici, on vit au Cameroun, qu'est-ce que... Donc, je pense que, en fait, ce sont des projets qui doivent être mûris, en fait. Mais je pense que tous ceux qui sont partis pour des formations comme étudiants, tout,
Ils se sont préparés. Maintenant, ceux qui sont partis en aventure, je ne sais pas, ça peut être frustrant pour quelqu'un qui avait déjà en train de vivre ici et se retrouver en train de faire des sous-métiers. Ça peut être frustrant. Mais celui qui allait faire sa formation, il a fini, il s'est préparé à cette vie-là. Je pense que c'est assez. Alors, la communauté devient de plus en plus grande. Merci. François Mboké, nous parlons d'un sujet très important au Cameroun. Ce n'est pas la première fois que nous mettons ce sujet sur la table, mais parce que nous constatons sur le terrain que, entre guillemets, le mal enfle. Nous sommes obligés d'y revenir. J'ai rencontré des Camerounais, parfois même d'un certain âge, c'est-à-dire un monsieur qui a dépassé 50 ans, qui te dit que lui doit absolument partir. N'en parlons donc plus des jeunes. C'est-à-dire que tu veux le convaincre. Le gars te dit vraiment, perfecto. Peut-être toi, tu sais, là, tu puises ton argent. Moi, je te dis que je dois partir. Je dois partir de ce pays. Le fait également de voir ces Camerounais-là arc-boutés sur le projet de traverser la mer, au prix même, au risque même de laisser sa vie au désert, aller affronter les scorpions et tout et tout. Est-ce que ça ne montre pas quelque part quand même qu'il y a un souci au pays? Il y a un grand souci. Je vais vous faire une confidence qu'on m'a faite à l'aéroport de Douala, où vous avez des vols qui vont au Canada qui sont pleins, 300 Camerounais. Seigneur. Il y en a eu plusieurs, plus de 100. Au quotidien. Oui, qui partent. Pourquoi des gens partent? Je pense que c'est là la question de base. Pourquoi je ne reste pas au Cameroun, mais je préfère affronter les scorpions et la mer pour aller où je ne connais même pas? Parce que l'inconnu, on fait un plongeon à 50 étages. On ne sait pas sur quoi on va atterrir plus bas. Pourquoi on prendrait un tel risque? Ça voudrait dire que ceux qui prennent ce genre de risque ont le constat qu'ils ont échoué où ils sont. Et ils vont donc dans cette aventure où, en plongeant, il y a dans ces pays, là, des gens ont mis des systèmes de protection de citoyens. Quelqu'un pourra les attraper peut-être au 3e étage pour qu'ils ne s'écrasent pas même le sol. Alors quand je l'ai dit, les pays se sont arrangés à se construire. Ils ont connu l'esclavage et un certain nombre de choses. Maintenant que les lois et les droits humains sont arrivés, on ne peut plus attraper des gens en route pour aller faire du travail. Mais ils ont des projets. Parce que n'oublions pas que la main-d'œuvre humaine restera et sera toujours importante pour le développement des pays. Jusque-là, on va créer des robots, l'IA et autres. Mais qui ne vont jamais remplacer l'être humain. Voilà. Donc, nous avons donc, par exemple, nous les pays africains, quand il le dit, ce n'est pas seulement le Cameroun, nous avons donc la malchance que nous ne savons pas vendre nos pays. Parce que si on savait le faire, on aurait aussi tous les Blancs là qui viennent ici. Il peut vous dire, Roger, tous les Blancs en Allemagne ne sont pas si... pas du tout. Bien sûr, bien sûr. Ils viendraient. Et ils allaient même faire beaucoup de choses. Parce qu'il y en a tellement à faire ici. Mais les dirigeants n'ouvrent pas des fenêtres, même des failles pour que des gens profitent. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, on vous fait des scandales de l'or là. Mais est-ce que vous savez que si cette affaire avait été bien réglementée, c'est même l'État qui devait être le grand bénéficiaire. On mettait des gens qui allaient travailler au lieu d'aller courir des risques. Il y a qu'on ne vous donne pas souvent des informations. Il y a des éboulements qui arrivent là-bas, des gens meurent tout le temps. Et il y a des maladies parce que des gens travaillent au quotidien dans le secteur informel. Donc les dirigeants qui ont donc cette manne, qui ne regardent pas, mais un jour on vous dit quand même que je ne sais pas comment un gars va sortir de l'Est là-bas, il ne connaît même pas Berthois, mais il envoie 2000 kilos de l'or aux Émirats seulement pour 2000 milliards. Je ne sais pas comment il peut le faire. Ça veut dire que le système qui est fait est organisé de tel que ceux qui ont le pouvoir de faire, de décider, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais ils préfèrent des gens qu'ils peuvent maîtriser et contrôler. Vous parliez tout à l'heure de l'environnement. Qui vont donc devenir des petits esclaves, qui vont donc vous chercher l'or. Quand il arrive ici, on le fait passer à Douala. Et puis, il se retrouve dans un pays, et puis, ils sont des milliards qui rentrent, pas pour le trésor, mais pour des individus. Si nous prenons la ville, qui est sale aujourd'hui, on pouvait faire des politiques incitatives pour que la jeunesse, qui est devenue la bombe atomique dans tous les pays du monde, nous avons une grande jeunesse au Cameroun, et qui est dynamique, active, intelligente. Tout à fait. Il faut le dire. Quand vous l'avez, vous avez une bombe atomique. C'est dans tous les pays. Et si vous ne pouvez pas la canaliser
Je vous prends aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Peut-être qu'on est proche du bouton rouge. Donc, parce que les gens n'ont pas su canaliser un certain nombre de choses et les égos ont pris de la valeur. Essayons donc de faire tout ce qui est à notre pouvoir, de valoriser déjà nos richesses, de valoriser nos citoyens, de faire que le passeport camerounais soit aussi, plus le rouge là que vous allez suivre contre 200 millions. Bordeaux. Hein? Pas le Bordeaux. Mais que le vert que nous avons ici soit une conquête pour l'avoir. Et vous allez voir des gens venir. Et il y a des mesures incitatives. Vous pensez que nous rapporte les c'est pas moi, 50 000, combien qu'on paye quand on veut entrer au Cameroun, ça dépend des pays. Les visas là. Pourquoi ne pas ouvrir quand on veut construire son pays? Pourquoi ne pas ouvrir totalement l'entrée pour ceux qui veulent venir? Donc nous avons beaucoup de choses, beaucoup de richesses, beaucoup de pistes, beaucoup de moyens de développement, mais je pense qu'il nous reste une boussole qui manque pour que tous ces aspects-là soient vraiment bénéfiques aux citoyens. Merci François Mbokeh. C'est un peu compliqué, hein. Vous, notre ami de Direct Info, le Sami des Samis, je ne sais pas, certains disent habituellement que l'Europe, c'est pas le paradis. D'accord? L'Europe, c'est pas le paradis. Mais ceux qui sont forcément allés là-bas, ont-ils toujours trouvé la solution à les déboires laissés au pays? Non, parfois, c'est comme si vous étiez dans mon esprit en me prenant par cette belle chanson de Sergio Polo. L'Europe, c'est pas le paradis, mais il ne rentre pas. Il est là-bas depuis. vous savez, les gens disent, il a encore chanté, c'est dur en Europe. C'est dur en Europe. Mais il ne rentre pas. Il est tombé là-bas. Il nous revient avec des belles vestes. Il nous revient à des dos. Le président, c'est le président. Avec le cigare. Il nous revient avec des belles vestes, avec le cigare, avec des bons parfums. Et il est resté président à vie à Paris. Non, je veux dire qu'il ne faut pas faire la langue de bois. Quand N'Djamena nous dit que le Cameroun c'est un paradis, les États-Unis seront quoi? Le sur-paradis. Le Canada serait quoi? L'extra-paradis. Non, il y a un problème fondamental que nous ne devons pas ignorer. C'est la malgouvernance de notre pays. Et c'est cette malgouvernance qui amène les jeunes à affronter le désert. Hein? Les Mboléens chantent quoi? Le Beaux-Arts, les Beaux-Ailleurs, les Beaux-Ailleurs. Les gars qui partent affronter le désert, partent affronter la Méditerranée, des embarcations. Il dit même d'ailleurs à sa mère que je vais affronter la mort pour sortir de l'enfer. Hein? Vous voyez, c'est-à-dire que si on ne veut pas comprendre cela, on va toujours continuer à dire que non, vraiment les jeunes, c'est mal réfléchi, ils sont psychologiquement atteints, sont des psychopathes, comme le pasteur voulait le dire ici, ce sont des aliénés mentaux. Non, ce sont des gens qui vivent des frustrations, des déceptions de la vie. Et chacun n'a pas le même mental pour affronter cela. Quand vous roulez avec votre voiture, vous voyez des trous qui sont sur la route, bon Dieu. Vous voyez les ordures. Est-ce que vous savez que ça peut vous affecter psychologiquement? Et vous vous dites que vraiment si j'attrape mon premier million, je tombe dans le premier avion, je pars d'ici. Est-ce que vous savez que quand des gens voient comment on viole les enfants, comment on assassine des gens, et comment les gens sont... Et on ne fait rien. Comment on a une injustice sociale. On a une injustice sociale. On a une égale répartition des fruits de la croissance. Le chômage. On a un chômage rampant à plus de 90%. On va vous dire que le taux de chômage au Cameroun, c'est 7%. Sortez en Kondongo. Regardez le nombre de jeunes que je laisse dans la rue. Non, mais c'est le sous-emploi. Non, c'est pour vous dire que non, sous-emploi ou mal-emploi, utilisez les termes techniques. Je vous dis que il y a combien de fonctionnaires au Cameroun? Nous, on a la masse salariale. Il y a combien de fonctionnaires au Cameroun? Environ 300 000. Le Cameroun a plus de 40 millions d'habitants. On attend les recensements, on ne voit pas. Non, vous voyez que quand on vit dans une société pareille, le seul espoir, c'est le désespoir. Alors, c'est dans cette injustice sociale que les gens vont chercher ailleurs. Parce que en Occident ou dans d'autres pays, ils sont construits. Ils sont sûrs d'avoir au moins un minimum de sécurité sociale. Ils sont sûrs d'avoir au moins une rétribution du travail qu'ils font. Parce que même un plongeur
au Canada peut au moins être, il finit son travail, on le paye. Il va dresser le lit, il finit son travail, on le paye. Et quand il y a ici au village, il envoie l'argent pour acheter le cercueil et la collation. Au Cameroun, vous travaillez, les recenseurs, les agents recenseurs grèvent pour qu'on leur donne leur petite pitance. Combien? 2000 francs, 1500 la journée, bon Dieu. Et on fait des rallonges budgétaires de 6 milliards sur le coût du recensement. On parle de 13 milliards, 19 milliards. Et les jeunes qui sont sur le terrain ne voient pas à quoi l'augmentation des milliards là sert. Et vous pensez que ces jeunes, ils seront contents de rester. Non, ne faisons pas de beaux discours pour plaire. Moi, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et de dire au gouvernement qu'ils sont responsables de ces immigrations clandestines, de ces jeunes qui meurent dans le désert parce qu'ils n'ont pas à cœur l'intérêt général de la nation. Et il faut faire très attention. Dans ces pays-là où on va, ce n'est pas seulement le rêve, mais c'est qu'ils ont un minimum de cadre de vie, on appelle des infrastructures sociales de base. Bon Dieu, tu vas dans un hôpital comme à Yabassi, on chauffe les enfants prématurés avec des bouteilles d'eau chaude. Il n'y a pas de couveuse. Vous n'avez pas vu les images. Mais je parle de mon village de Yabassi, il n'y a pas de morgue dans tout un département. Vous mourrez, on vous transporte pour arriver jusqu'à Douala. Et après on doit vous ramener encore pour venir vous enterrer. Non. Quand on n'arrive pas à impulser le développement dans les localités, quand les gens pillent les richesses de l'État à longueur de journée, le développement ne suit pas. Pourquoi il y a l'exode rural qui tombe de l'Europe pour l'Afrique, allons dans les villages pour la ville? Votre question est que, est-ce qu'on vit, la vie est facile en Europe? La vie est facile nulle part. Non. Mais la bonne chose, est-ce que la vie est bonne en Europe? Oui, la vie est bonne là-bas. La vie est bonne là-bas parce qu'il y a au moins le minimum. Il y a le respect de l'être humain. Il y a la rétribution du travail fait. Ici, vous travaillez, on ne vous paye pas. Déjà, on a 4 mois, 5 mois d'aéré. Regardez comment les papas sont souvent en train d'écumer le ministère des Finances. Ils ont les anciens retraités des embris d'État. Voilà. Ils sont là, ils meurent, ils n'ont pas de pension retraite. Ouais, c'est bon, c'est pour dire que vous n'en finirez pas. On vit comme ça là, on a un seul rêve, c'est de partir. Et je comprends ce monsieur qui avait 3 millions de salaire. Peut-être qu'il a été berné par sa femme parce qu'il n'a pas fait une étude de marché avant de voyager. Il devait faire des tours en Europe pour voir comment il mettait le système avant de partir. C'est comme ça qu'on fait. Il s'est laissé aliéner par les fantasmes de sa femme et il est tombé dans le piège. Mais même avec 3 millions ici, vous ne la sortez pas par faire ici. Ah bon? Oui. Vous ne la sortez pas. Il y a des médecins, des ingénieurs comme lui qui sont partis. Parce que là-bas, ils ont 30 millions de salaire par mois. C'est vrai, Alain, donc, on vous passe la parole. Nous pouvons en parler, on sourit, on peut même en rire. Mais est-ce que ce n'est pas un rire bleu? Avez-vous l'impression que l'ordre gouvernement a véritablement pris le taureau par les cornes pour que nous puissions avoir une vie tolérable au niveau justement du pays? Le Cameroun, c'est un paradis épistémique. Ceux qui ont fait philosophie, je dirais, c'est un paradis en puissance, pas un acte. Ceux qui ont fait philosophie comprennent. Dans la tête. Donc, voilà, et ceux qui n'ont pas fait philosophie. Non, c'est-à-dire on pourra, je ne sais pas dans quel avenir, sous quel échéancier, être de paradis que nous avons vocation à l'horizon 2035. On va savoir, 2035 c'est la porte d'à côté. Mais sur le moment, de façon actuelle, nous ne sommes pas un paradis, nous sommes même totalement le contraire, nous sommes peut-être un pandémonium. Oh là là. Ah oui, c'est pas Capernaum. C'est excessif ça? C'est excessif. Mais écoutez, quand vous êtes dans un contexte, je tiens à vous dire que dans les projets, vous connaissez bien cet adage, je sais pas moi, cette pensée populaire qui dit on n'est jamais bien que chez soi. Oui, le pain de l'exil est amer. Je peux vous rassurer que fondamentalement, tous les Camerounais d'abord à la base aiment leur pays. Ça c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Mais alors on en est arrivé à une situation d'exaspération et de frustration généralisée qui font que les gens ont le mal du pays. Ils ont le mal de vivre dans le pays. Pourquoi? Parfait, et tu l'as dit, il y a une responsabilité gouvernante dans cet état de fait.
Mais attends, vous prenez un agent recenseur et pas se faire piquer par un serpent quelque part. Il se plaignait même déjà qu'il n'est pas bien payé. Il passait le temps à réclamer à quoi et à crier qu'il allait travailler, on ne l'a pas payé. Vous êtes dans un contexte où il y a énormément de richesses, même mentale et intellectuelle. Mais vous êtes toujours là dans le piétinement. Bernard Nanga disait que c'est le pays où les gens ont la manie d'avancer à reculons. Allez savoir ce qu'il voulait dire. Tout le monde comprend. Hein, dans l'oxymore, ce qu'il essaie de nous dire, le pays du surplace, de l'enlisement. Or, vous avez tout pour décoller et être une puissance. Vous le savez bien, dans les années 70, des notes du FMI, de la Banque mondiale, disaient qu'un pays tel que le Cameroun, son profil lui permet d'être la première puissance en Afrique. Vous le savez bien. Bien sûr. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Nous sommes plutôt maintenant à la traîne, à la queue. Quand vous avez cette lecture de la situation, c'est désespérant. Je le dis, je fais le jeu de mots parce que c'est justement la désespérance qui justifie ce flux, cette saignée migratoire des nôtres pour ailleurs. Parce que justement, on ne se retrouve pas, on perd espoir. On essaie même de se battre et on comprend qu'il y a une ingénierie gouvernante qui a été mise sur pied et qui fait que votre voix ne va pas compter et vous frappez comme avec une épée dans l'eau de l'océan. C'est ça le problème. Vous avez le mal vivre, mais vous n'avez même pas le droit de le manifester. On vous dit que vous n'avez pas le droit de marcher, monsieur. Donc quelqu'un vous blesse. Oui, on n'a pas le droit de pleurer. On te fouette, tu connais ça, tu es père. On a souvent commis cette erreur. Tu fouettes l'enfant, tu le fouettes et tout, il pleure, tu dis arrête-toi. Et tu continues de le fouetter. Donc c'est là où nous en sommes. Vous allez regarder. Mais attendez, il y a une misère. Moi je l'ai toujours dit ici. Si vous voulez comprendre le Cameroun, allez chercher à le comprendre vers le bas. C'est-à-dire l'arrière-pays, les couches les plus précaires, même ici à Yaoundé. Allez voir dans les petits quartiers. C'est là où vous allez comprendre pourquoi il y a cette saignée. Au moment où on parle de l'agriculture de 4e génération, la machinisation des autres, vous parlez déjà de robotisation qui doit être voilà, la menace même pour l'humanité. Parce qu'ils veulent balayer tous les emplois pour que les machines viennent remplacer tout. Vous, on vous demande d'aller encore tenir la machette. La machette pour que les mêmes serpents qui ont piqué le gars tout à l'heure, il y a quelques jours, qui faisaient le recensement, vous piquent. Est-ce que c'est normal? Et vous n'êtes même pas sûr que vous aurez, on appelle ça quoi là? Le sérum. Vous allez mourir. Vous pouvez mourir. Merci. Tout ça. Et comment vous pouvez demander aux gens, ben est-ce que c'est... Non, structurellement, les gars, c'est plus structuré de l'autre côté. C'est pour cela qu'ils veulent à tout prix aller de l'autre côté. Ils se disent qu'il y a plus de chance là-bas que de rester ici. Merci. Je vais vous lire un message qui n'est pas très loin de ce que nous sommes en train de dire. C'est un enseignant de philosophie. Et il s'appelle le professeur Molo. Il est d'ailleurs directeur de CS dans la Leki. Il va vous donner un peu ses déboires, les déboires qu'il vit avec le recensement des enseignants. Vous avez suivi ça dernièrement. Tel nombre de personnes allées, absents 2000 et poussières, ainsi de suite. Alors, il me dit ici que la première fois, ils m'ont inventé une affaire de voyageurs mentionnée sur le bulletin nul. 7 ans d'absence pendant que je suis en poste et je produis des résultats à voie 2. C'est un CS. Mais personne pour se demander pourquoi Madame le ministre laisse un établissement sans dirigeant pendant tout ce temps. Aujourd'hui, c'est un vrai coupé-collé. Je suis en colaquier et il recommence. Alors que mon délégué départemental m'a vu avec tout mon personnel pour le recensement. Je suis quand même un adulte au bord de la retraite et c'est indigne que je sois si injustement humilié au gré de je ne sais quel individu tapis dans l'ombre. Pourtant, je ne les dérange même pas. Alors que rien ne justifie le fait que moi, docteur en philosophie et de surcroît métaphysicien en ontologie, je sois en train de dormir sous un manguier en colaquier, le chasse-mouche à la main pour me débarrasser de ces extrêmes avidités pour 36 élèves d'un CS de plus de 12 années de création et sans bâtiment. Voilà. Malgré ma mobilité réduite, sans compter les chutes sur les motos, cerises sur le gâteau, il continue à me situer au CS de voie 2
Ils ne savent même pas où je suis, mais ils savent que je ne me suis pas fait recenser. Depuis 4 ans, je n'ai jamais pu rencontrer mon ministre et c'est à la salle d'audience que je suis toujours renvoyé par un jeune gendarme. Jusque-là, je ne pose aucun problème. Dis-leur tout. Mon brave garçon, ton père est en colère. Ces gens me font passer des nuits blanches, cherchant ce que j'ai fait. Je suis un bon à rien. Oh là là. Mais il ne faut pas dire l'autre jour avec Aigle que son ministère est l'un des meilleurs. Laissez les discours dans les amphithéâtres. Ce sont donc les pleurs. Allez à Milombe. Il a dit qu'Aigle est performant. Allez à Milombe, allez à Dobian, vous allez comprendre ce que c'est un conjoc. Ce sont dans les pleurs de M. Molo, docteur en philosophie. Et ce monsieur m'a enseigné en classe terminale, un brillant professeur de philosophie et qui a soutenu sa thèse. Voici le calvaire qu'il vit. Son salaire a d'abord été coupé pendant 4 à 5 mois parce qu'on dit qu'il n'est pas en poste. Alors qu'il est CS, il est directeur de CS et il produit les résultats. Et le recensement, le deuxième recensement, il m'a envoyé la liste de recensement et il y a son nom, soit un numéro 242 sur une liste. Bref, il s'appelle Parmi les morts là. Et il est directeur là-bas. Il est allé à Monatel pour se faire recenser avec tout son personnel. Le délégué l'a vu. Entre-temps, on renvoie encore une liste. On dit que il est absent. Il est absent. Il est même mort. Aigle est performant sur les papiers. Voilà les faits. Son nom a disparu dans Aigle. Le professeur Ndouabiolé avait été déclaré ici là qu'elle est absente de son poste. Madame le ministre, déclaré qu'il n'est pas à son poste. Ils sont sur le plateau tous les jours. Madame le ministre des enseignements secondaires, il faut vous pencher sur ces cas. Ce n'est pas du tout bien lorsque quelqu'un se donne à fond. Les vrais absentéistes, même ceux qui sont allés au Canada, il n'y a pas beaucoup là, il n'y a pas leur nom. Mais voilà un directeur de CS, il est en voie 2, il était en voie 2, il est d'abord maintenant dans un autre village là-bas dans la laitier. Monsieur Molo, professeur de philosophie, directeur de CS, il passe des mois et des mois sans salaire. On coupe son salaire comme ça arbitrairement. On dit qu'il n'est pas là, alors qu'il est là. Il vient même pour vous rencontrer, madame le ministre des enseignements secondaires. Et c'est votre gendarme. Votre gendarme qui les conduit. Mais vous faites comment pour... Mais voilà, des autorités qui donnent l'impression d'une non-flexibilité. Donc du coup, vous gouvernez pour qui? Le gendarme ne décide pas de qui madame le ministre reçoit. Ça veut dire que c'est elle qui donne l'instruction. Roger, nous sortons par vous. Nous sortons par vous et avec vous, au moment où nous parlons, nous disions, nous voulons savoir si la vie du côté de la diaspora était toujours aisée. Qu'est-ce qu'on retient avec vous? Moi, je veux dire que... Voilà, même si la vie est difficile au Cameroun, ça c'est un fait. Je pense que ça nous interpelle à une seule chose, nous devons tout simplement continuer à travailler ardemment pour faire de notre pays un paradis, pour que les gens ne désespèrent pas, pour que les gens n'abandonnent pas et surtout appeler aux jeunes à travailler dur, parce que quand bien on va partir ici, c'est justement pour aller travailler. Que ceux qui sont d'abord aux affaires travaillent avant les jeunes. Que ceux qui sont d'abord aux affaires travaillent. Et pour gagner son bout de pain à la diaspora, il faut travailler dur. Le travail ne vient pas par le bas, ça vient par le haut. Donc, si on quitte ici, là, on ne veut pas faire des chantiers ici pour aller faire des chantiers. Merci.